Cap sur la transition, on s'intéresse aux politiques publiques environnementales. C'est le podcast de l'IDRI. Notre sujet du jour est absolument majeur et même vital. Il s'agit de notre alimentation. On y réfléchit dans un contexte d'expansion démographique, de changement climatique avec la nécessité de réduire notre empreinte écologique, avec des questions de santé publique. Évidemment, il faut prendre en compte aussi le contexte économique compliqué, d'autant plus en cette période de forte inflation où le panier moyen au supermarché pèse plus lourd dans le budget de chacun. Que va-t-on mettre dans nos assiettes ? Ce sujet, aux enjeux multiples, est bien plus complexe qu'une recette de cuisine et il ouvre d'autant plus la voie à beaucoup d'idées reçues, souvent simplistes. On entend souvent il n'y aura pas assez pour tous en 2050, les menus végétariens à la cantine, c'est pas bien pour les enfants, le bio, c'est bobo, etc., etc. Des idées pas toujours très étayées et qu'on va aborder évidemment. L'alimentation durable pour tous, bel objectif. Comment faire pour que cela devienne une perspective à court ou moyen terme ? C'est le sujet de ce podcast avec Charlie Brocard, chercheur à l'IDRI au sein de l'initiative Mode de vie en transition. C'est parti. Bonjour Charlie Brocard. Bonjour. On a la réputation d'aimer bien manger ici en France, la bonne bouffe. Et ce sujet de l'alimentation durable, il s'invite à la fois à nos tables, lors des repas de famille, dans les champs de nos campagnes où l'on voit fleurir des pancartes et dans de nombreux ministères car c'est un sujet complètement transversal et finalement très politique. Effectivement, l'alimentation, c'est vraiment un sujet qui monte de plus en plus, qui devient politique de plus en plus, parce qu'il touche à des comportements qui sont profondément ancrés en nous, à des habitudes, à des goûts, à des préférences qui nous sont très personnelles. Et donc, pour les personnes qui réfléchissent à la transition, l'alimentation, c'est un sujet très intéressant puisqu'il permet de réfléchir à la manière dont le social se lie avec les objectifs environnementaux. Et c'est bien là l'enjeu, c'est qu'on doit effectivement réussir une transition alimentaire, qu'on doit drastiquement réduire l'impact de notre alimentation sur la planète, puisqu'aujourd'hui, un quart de l'empreinte carbone des ménages est due à la consommation alimentaire. Et on voit bien de l'autre côté que les solutions qui sont proposées peuvent créer des crispations. Oui, on a vu notamment cet été, avec le débat sur les barbecues, cette question du volume de viande qu'on consomme, on en mange trop, c'est vraiment l'un des points importants pour tendre vers l'alimentation durable. Oui, alors tout à fait, la quantité de viande consommée, c'est le point primordial, et ensuite il y a la qualité de cette viande, c'est-à-dire la manière dont on la produit, Oui. et plus largement la manière dont on produit l'alimentation qu'on consomme. Un chiffre pour illustrer ça, c'est que plus de la moitié de notre empreinte carbone liée à l'alimentation, c'est-à-dire 60% environ, dépend de l'étape de production. L'étape de production, elle est donc primordiale et en fait, elle concerne à la fois les émissions qui sont liées à l'épandage d'engrais sur les cultures, le méthane qui est généré par le ruminant ou encore l'empreinte carbone liée à la production de l'alimentation animale Mhm. pour nos cochons ou nos poulets. Oui. Et au-delà de l'enjeu des gaz à effet de serre, qui est très important, il y a aussi une question de préservation de la biodiversité, qui est mise en jeu par notre modèle de production agricole, et l'enjeu de pollution, Mhm. avec des exemples comme les algues vertes en Bretagne, par exemple. En gros, il suffit pas de manger local, comme c'est tendance. Non, tout à fait. Et c'est vrai que l'enjeu de transport est très important. Effectivement, il faut le prendre en compte. Ouais. Mais le premier levier reste la transition des modes de production. Et donc, ça concerne à la fois ce qu'on produit et aussi comment on le produit. Et donc, par ricochet, ce qu'on va consommer au niveau du consommateur ou de la consommatrice finale. Et c'est pour ça qu'en général, on cite deux changements principaux lorsqu'on parle de transition alimentaire. À la fois la réduction de la consommation de viande, donc là c'est végétaliser nos assiettes, et le deuxième point c'est consommer des produits qui sont issus de modes de production plus responsables, comme par exemple Mm. issus de l'agriculture biologique. Pour ces deux changements, est-ce que les experts s'accordent pour chiffrer des objectifs à atteindre pour arriver à une alimentation plus durable ? Oui, tout à fait. Que ce soit dans la littérature scientifique ou les scénarios de prospective, on a un accord sur l'ampleur des changements qui sont à mener. Sur le premier changement dont j'ai parlé, qui est celui des modes de production agricole, on a des scénarios qui nous montrent qu'il faudrait atteindre plus de 50% du panier alimentaire en produits biologiques, alors qu'aujourd'hui on a moins de 10%. Ok. Sur l'autre changement qu'on a évoqué, qui est celui de la végétalisation des régimes, c'est-à-dire moins de produits laitiers, moins de viande dans nos assiettes, l'ADEME préconise une réduction de 50% de la consommation de Wow. viande d'ici à 2050 par rapport à aujourd'hui. C'est donc dans les deux cas des changements vraiment drastiques qu'on Mhm. va demander aux Françaises et aux Français, et on est vraiment loin du compte aujourd'hui. Et comment expliquer qu'on est toujours aussi loin d'une alimentation plus durable ? Pourtant, on a l'impression quand même que les Français sont de plus en plus conscients de leur impact carbone. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? C'est vrai que lorsqu'on se base sur cette définition-là de l'alimentation durable, qui est assez stricte, hein, manger moins de viande, Mm. manger plus de bio, on a du mal à embarquer la totalité de la Mm. population.
On peut y voir deux raisons principales. La première, c'est que l'alimentation, c'est un ensemble de comportements, d'habitudes, de préférences. Donc c'est pas simplement un enjeu technique. On n'est pas sur un enjeu d'information où lorsqu'on connaîtrait l'impact de notre alimentation sur l'environnement, on pourrait directement Mmh. choisir de remplacer un produit par un autre. Au contraire, l'alimentation, c'est des dimensions très variées, des dimensions personnelles, sociales, culturelles. Par exemple, sur le plan social, c'est partager ses repas, Mmh. aimer avoir un contact avec le producteur lorsqu'on va sur le marché. La dimension culturelle, c'est les interdits religieux, mais c'est aussi le poids de la gastronomie française, Ouais. les plats traditionnels. Et sur la dimension plus personnelle, c'est lié à nos compétences en cuisine, par exemple, ou Mmh. à nos habitudes. Et donc, la seconde raison qu'on peut voir, en plus de ça, et qui est aussi un frein à la transition, c'est les inégalités sociales. Et les inégalités sociales, elles existent aussi dans le champ alimentaire, bien sûr. On les voit plus précisément sur l'enjeu nutritionnel, puisqu'aujourd'hui, on a à la fois 17% des adultes en France qui sont en position de surpoids, Mmh. et de l'autre côté, 17% des adultes qui sont en insuffisance Ouais. alimentaire. Et on commence à voir ça aussi pour la transition. Alors c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux devant les rayons, du supermarché ou du marché, en particulier devant les rayons bio. Exactement. Et à ce titre, effectivement, on parle souvent des limites de nature économique Oui. de l'accès à certains produits, comme les produits bio. Ici, c'est totalement justifié, puisqu'effectivement, le bio est plus cher de l'ordre de 65 par rapport aux autres Mmh. aliments. Mais ce qu'on ne fait pas assez, c'est parler des autres limites qui existent et qui sont pas de nature économique. Comme par exemple, je voudrais aller chez mon producteur, mais j'ai pas de voiture pour y aller, ou je n'ai pas d'offre durable dans mon magasin. Mmh. Donc ça, c'est des limites plutôt de type spatial. Il y a aussi des limites qui ont plutôt trait aux compétences des individus et des personnes. Donc, je ne sais pas cuisiner végétal. Par exemple, comment je fais pour changer mon alimentation? Et un dernier exemple, ça peut être, pour moi, consommer bio Mmh. ou moins de viande, ça ne fait aucun sens. Ça n'est pas naturel. Et donc là, on est plutôt sur un enjeu de type culturel. Mmh. Donc, en effet, il y a tout un ensemble de facteurs qui nous dépassent en réalité en tant que citoyens et qui vont influencer nos choix alimentaires tous les jours. Par exemple, le type de supermarché qu'on a près de chez soi, notre exposition à la pub ou le prix des produits. Mmh. Ça, ce sont plein d'éléments sur lesquels on n'a pas de prise, mais qui sont plutôt le fruit de décisions politiques Ouais. ou d'acteurs privés. Alors, cette opposition entre riches et pauvres face à l'alimentation durable, pour faire court, hein, elle vole en éclats quand on regarde les bonnes pratiques qui existent, comme les circuits courts ou les AMAP, les efforts de réduction des déchets, le fait d'avoir un petit potager ou de s'efforcer de moins gaspiller. D'ailleurs, vous avez mené récemment une étude à l'IDRI sur les habitudes alimentaires des classes populaires, et c'est l'occasion de battre en brèche pas mal d'idées reçues, en fait. Oui, c'est très intéressant de travailler sur le groupe social des catégories populaires en particulier, parce qu'elles sont assez instrumentalisées dans les discours. On en parle souvent, mais ça va être plutôt pour stigmatiser leur comportement Mm. ou au contraire les présenter comme anti-transition. Donc ça, c'est vraiment les deux types de discours qu'on a identifiés. D'un côté, soit la transition alimentaire serait anti-pauvre, et son miroir, c'est les pauvres sont Ouais. anti-transition finalement. Et donc la finalité de ces deux discours, elle est assez claire, c'est de ralentir la transition. Alors, si on prend le premier point, l'alimentation durable stigmatise ou exclut les pauvres, c'est une manière de tout ramener à une question d'argent. Oui, effectivement, et ce premier discours, on l'a beaucoup entendu lorsqu'on a mis en place les repas végétariens dans les cantines scolaires en 2019. En gros, les critiques disaient les classes populaires manquent déjà de viande ou alors elles manquent déjà de protéines animales, surtout les enfants, donc impossible de mettre en place des menus végétariens à la cantine car ça serait mettre en danger leur santé. Mmh. Or, à ça, on peut répondre deux choses. D'abord, c'est que d'un point de vue nutritionnel, on consomme deux fois trop de protéines, toute la population française, Y compris les enfants. y compris les enfants. Mmh. Et donc, on n'a pas besoin de toute cette viande, de tous ces produits laitiers-là pour être en bonne santé. Mmh. Et par ailleurs, il faut nuancer, effectivement, si on regarde certains publics très spécifiques, ceux qui sont en situation de grande précarité alimentaire, oui, il y a un manque de viande auquel il faut répondre, mais non, ces personnes-là en situation de grande précarité alimentaire ne font pas la totalité Ouais. du groupe des catégories populaires. Mmh. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est aussi éviter des amalgames entre des groupes qui ne sont pas les mêmes et donc éviter des raccourcis erronés. Et d'ailleurs, ce qui manque le plus à l'équilibre, alimentaire des plus modestes, c'est Oui, assez paradoxal, c'est pas du tout la viande. non, c'est complètement d'autres produits, c'est plutôt les fruits, les légumes, les poissons. Mmh. Donc on parle en effet de moins 20% de consommation de fruits et légumes, par exemple, chez les plus pauvres par rapport aux plus riches. Ouais. Et c'est ça la réalité la plus Ouais. marquante qu'on a montrée récemment. Deuxième discours de ceux qui freinent des cas de fer vers une transition alimentaire durable, les plus modestes seraient opposés à cette transition. Qu'en est-il? Ça aussi, c'est une caricature qu'on voit souvent reprise sous l'argument du fast-food, quand on parle par exemple de la consommation de viande, où on va nous dire oui, mais il faut voir la consommation des burgers Mmh. des personnes qui vont dans les fast-food. Or, ces gens, ces personnes dont on parle, elles ne forment pas un tout homogène, encore une fois.
Donc on a montré, juste avant, je l'ai rappelé, qu'au niveau de la consommation de viande, on est sur un pied d'égalité, Oui. qu'on soit une classe moyenne, une classe plutôt aisée ou une classe modeste. Mais ce que l'on n'a pas dit, c'est que lorsqu'on prend en plus des produits carnés, donc de la viande, les produits laitiers, les fromages, les yaourts par exemple, ce sont finalement les classes aisées qui consomment le plus de protéines animales que les autres. Mhm. Donc ce discours se trompe totalement de cible en stigmatisant une Ouais. certaine partie de la population. Et il y a un autre sujet dans ce discours qui est pas sur la viande, mais sur la consommation de bio. Et sur le bio, on voit qu'on est ici aussi face à une idée reçue, puisque en réalité, à part les 10% les plus défavorisés qui consomment très peu de bio, mais parce qu'ils n'ont pas les ressources pour le faire, le gros de la population a des niveaux de consommation Mhm. assez égaux. Quelle serait, du coup, Charlie, la bonne trajectoire pour embarquer tout le monde vers une alimentation durable? Comment faire? Il y a un enjeu fondamental, c'est qu'il est nécessaire de construire un vrai projet de société autour de l'alimentation durable. Et un projet de société, il nécessite d'abord d'être à l'écoute des pratiques et des préoccupations des différents groupes sociaux, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire, et de l'autre de mettre le paquet pour lever les barrières à l'accès à la consommation durable, que ce soit Mmh. pour les plus défavorisés ou les autres. Parce qu'aujourd'hui, finalement, on n'a pas de réel projet politique en matière alimentaire. On a à l'inverse une segmentation de plus en plus importante, croissante des offres alimentaires avec, en caricaturant un peu, d'un côté pour les classes supérieures, de la bonne viande de Mmh. qualité élevée à l'herbe et de la consommation de bio. Pour les classes moyennes, des hypermarchés, des produits ultra transformés et une offre de masse. Et pour ensuite les plus Mmh. précaires, une aide alimentaire qui est devenue un vrai Mmh. système. Par quoi passerait un projet de société qui serait plus inclusif pour éviter cette segmentation? Ce qui est vraiment important, c'est d'avoir un projet large qui résonne avec tout ce qui est l'alimentation pour nous, c'est-à-dire toutes les dimensions qu'on a citées précédemment. Mmh. Et pour y arriver, il faut deux choses. La première, c'est déjà que les personnes se sentent davantage associées à la transition alimentaire sur une base scientifique. C'est-à-dire s'assurer que tout le monde se sente inclus dans le projet de transition, à la fois en valorisant de nouvelles pratiques comme durables et des pratiques notamment qui sont celles des foyers modestes, comme avoir son potager, manger de manière plus frugale, Mmh. cuisiner des produits bruts, etc. Mais aussi avoir une approche beaucoup plus démocratique et moins technique de la transition. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est de travailler toujours dans une perspective d'équité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander certains efforts à certains segments de la population et pas en demander à d'autres. Donc typiquement, sur le chèque alimentaire, lorsqu'on a l'idée de créer un chèque alimentation durable spécifique pour les publics modestes, on doit Pour aussi, qu'ils achètent, pour qu'ils achètent des du denrées bio, durables? par exemple, on doit aussi réfléchir à la manière dont le ticket restaurant est utilisé et est-ce qu'il n'y aurait pas des contreparties à demander de ce côté-là aussi. Mmh. Et dans la même veine, les recherches et l'attention des pouvoirs publics vont devoir aussi se tourner sur un autre public qu'on a un peu oublié, c'est celui des plus aisés, qui n'ont pas de problème, pas d'obstacle de nature financière, et donc comprendre pourquoi ils ne Ouais. consomment pas plus durable. Bref, il est urgent de faire de la politique, comme on dit. Oui, tout à fait. Et il ne s'agira pas de simplement savoir mieux vendre nos nuggets végétaux pour que ça marche. Et outre la transition agricole, il faudra impliquer les gens. Impliquer les gens, traiter les groupes Mmh. sociaux équitablement, valoriser ce qui existe, les bonnes pratiques, et envisager cette transition vraiment comme une opportunité pour réduire les inégalités. Merci beaucoup, Charlie Brocard, pour cette plongée dans nos assiettes. Sujet très intime, hein, finalement, et décisif pour opérer la transition nécessaire vers un monde plus durable. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'IDRI au sein de l'initiative Mode de vie en transition. Et on reparlera bientôt à ce micro de certains des outils envisagés avec plus ou moins de succès pour enclencher le mouvement vers une alimentation plus durable, notamment ce fameux chèque alimentaire. Merci Charlie, à bientôt. Merci. C'est la fin de ce coup de projecteur sur notre alimentation. Vous pouvez retrouver tous les podcasts sur le site de l'IDRI, I2DRI, ainsi que sur LinkedIn, Twitter. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et à très bientôt pour un nouvel épisode de Cap sur la transition.